Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Alors, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les ischémies intestinales aiguës. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord d'une urgence, c'est une urgence médico-chirurgicale aiguë qui peut être très grave. C'est un ensemble de maladies qui se traduisent par une réduction du débit sanguin dans le système splanchnique, donc qui irrigue l'intestin grêle, le côlon droit. Ils peuvent être soit d'origine artérielle ou d'origine veineuse. Ils peuvent être occlusives ou non occlusives. Ils peuvent être aigus ou chroniques dans le cadre d'une artériopathie. Heureusement, ne représentent que 0,9% des hospitalisations pour un syndrome douloureux abdominal aigu. Ils sont très graves du fait de la nécrose intestinale qui est engendrée par cette interruption sanguine et qui peut aller jusqu'à une mortalité qui avoisine les 90%. Deuxième élément de gravité, c'est la surinfection qui est constante des lésions. Vous savez que le tube digestif et l'intestin, surtout l'intestin, c'est un réservoir de germes, essentiellement des anaérobies et des bacilles gram-négatifs. Et donc chaque fois qu'il y a un phénomène ischémique, donc avec une nécrose cellulaire, donc il y a un relargage des bactéries et c'est le contexte idéal pour qu'ils deviennent virulentes et provoquer donc une infection qui dans la majorité des cas est sévère. Puis troisième élément de gravité qui conditionne le pronostic, c'est le terrain sur lequel surviennent ces ischémies, surtout dans le cadre des artériopathies chroniques. Et donc c'est un terrain souvent qui est coronaropathe, cardiovasculaire, ce qui explique donc la multiplicité des lésions vasculaires au niveau des différents organes nobles, notamment le cœur, le cerveau, les membres inférieurs, le rein, etc. C'est-à-dire que le pronostic est lié à tous ces éléments qui aggravent l'état général et qui peuvent aller vers la mort du malade. C'est dire donc l'importance de faire un diagnostic précoce, reconnaître le syndrome abdominal aigu en rapport avec cette ischémie intestinale, d'une part, et d'autre part, il faut une prise en charge immédiate en milieu de réanimation médico-chirurgicale. Donc une prise en charge thérapeutique qui doit être urgente pour espérer apporter des solutions justes aux malades qui risquent donc de mourir par nécrose et par péritonite. Alors pour comprendre les mécanismes physiopathologiques de cette ischémie intestinale, il est important et judicieux de rappeler quelques notions d'anatomie de la circulation splanchnique que vous connaissez déjà, que vous avez étudié. Vous savez que l'intestin grêle et le côlon sont vascularisés essentiellement par l'artère mésentérique supérieure. Cette artère mésentérique supérieure qui provient de l'aorte abdominale, qui vascularise tout l'intestin grêle et le côlon droit. Puis il y a l'artère mésentérique inférieure qui est en dessous et qui vascularise le côlon gauche, plus des branches qui proviennent de la gastro-duodénale qui, elle, provient de l'artère hépatique commune, branche du tronc cœliaque. Et donc c'est une vascularisation très riche sur le plan artériel. Le drainage veineux, lui, il se fait essentiellement par la veine mésentérique supérieure, pour tout ce qui est intestin grêle et côlon droit. Pour le côlon gauche, par la veine mésentérique inférieure. La veine mésentérique inférieure rejoint la veine splénique pour constituer le tronc spléno-mésaraïque, laquelle rejoint la veine mésentérique supérieure pour constituer le tronc porte, et qui draine donc tout le sang vers le foie. D'accord ?
Et l'on comprend très bien que ce flux sanguin qui est très important, qui arrive au niveau de l'intestin, provient donc des trois branches de l'aorte abdominale, le tronc cœliaque qui vascularise essentiellement, comme vous le connaissez, l'estomac, la rate, le foie, le pancréas, et par le biais des anastomoses, une partie de l'intestin grêle, avec l'artère mésentérique supérieure, qui vascularise donc et le grêle et le côlon droit, puis la mésentérique inférieure, qui vascularise le côlon gauche. Et donc il y a un flux sanguin important, afférent, qui arrive au niveau de l'intestin. Ce flux afférent d'environ 1,5 litre par minute, c'est très important, avec une pression de 90 mm de mercure. Et ce flux, il est aussi important, surtout en postprandial, pour participer à une bonne vascularisation, une bonne irrigation intestinale, pour participer bien sûr au processus de digestion et d'absorption intestinale. Alors, ce sang-là, une fois drainé par le système, porte vers le foie, constitue un flux qui se dirige vers la circulation générale par le biais des veines sushépatiques vers la veine cave inférieure. C'est le même débit, même quantité, donc 1,5 litre par minute, avec une pression faible de 3 mm mercure. Donc il y a un flux très important qui devient, en période d'activité digestive et postprandiale, très important. Et en voyant ce schéma anatomique, on comprend bien que l'insuffisance intestinale peut être soit d'origine artérielle, soit d'origine veineuse. Artérielle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouche l'artère mésentérique supérieure, soit d'un embole qui provient du cœur, ou bien d'une thrombose ou d'un thrombus qui est lui en rapport avec une maladie artérielle, une artériopathie. Ou bien tout simplement, il y a un phénomène de spasme, une vasoconstriction qui réduit le débit sanguin au niveau du système artériel vers l'intestin. Deuxième grande cause, c'est un défaut de drainage du sang digestif vers le système porte. Et donc, en rapport avec une thrombose de la veine porte ou de la veine mésentérique supérieure que l'on observe dans certaines maladies là aussi. Donc, grosso modo, le flux afférent est très important. Il devient aussi important en période d'activité digestive, que le système vasculaire est un système vasculaire qui est très complexe et les mécanismes, on va les étudier maintenant tout de suite au niveau de la physiopathologie. Alors, bien que ces mécanismes qui permettent à la circulation mésentérique de s'adapter à de grandes variations des besoins métaboliques de l'intestin et de la perfusion systémique de l'intestin, l'intestin il est donc très rapidement lésé dans le cadre d'une réduction ou d'une diminution du débit sanguin qui peut se faire de manière aiguë. En raison des exigences métaboliques élevées de la muqueuse intestinale, des dommages structuraux au niveau de villosité intestinale et donc des cellules de l'épithélium de surface peuvent être observés histologiquement dans les 15 minutes suivant l'ischémie absolue. Si cette ischémie n'est pas corrigée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un phénomène de desquamation de ces muqueuses qui va se produire dans les 3 heures. Et au bout de 6 heures, la nécrose transmurale devient complète. Donc, à travers toute la paroi, devient complète. Et pour compliquer encore la situation, le rétablissement du flux sanguin à ce stade, qu'est-ce qu'il va entraîner? Au cas où il y a un rétablissement, il va entraîner la libération au niveau de la circulation systémique de plusieurs substances, essentiellement des cytokines qui sont des pro-inflammatoires, des radicaux toxiques et qui sont causés par la reperfusion sanguine, ce qui peut entraîner même une défaillance multiviscérale et entraîner la mort rapide.
Et ce flux splanchnique, bien sûr, il représente environ 10 à 35% du débit cardiaque. Le tronc cœliaque, comme nous avons vu à lui seul avec l'artère mésentérique supérieure, ils assurent entre 300 et 1200 ml par minute. C'est énorme comme quantité sanguine. Et tout ce flux, il est sous le contrôle de deux mécanismes qui permettent de réguler le débit. À ce niveau-là, il y a des facteurs, des mécanismes intrinsèques. Donc, il y a un phénomène de redistribution du flux sanguin à la muqueuse. Et ce flux, regardez, il est très important, il peut aller jusqu'à 30 ml minute par 100 grammes, avec un apport considérable d'oxygène qui doit être stabilisé pour qu'il n'y ait pas de souffrance, pour qu'il n'y ait pas de phénomène de desquamation et de nécrose. Le deuxième mécanisme extrinsèque qui assure cette régulation, c'est un mécanisme neuro-hormonal, grâce au système rénine-angiotensine que vous connaissez, à certaines vasopressines qui jouent un rôle important dans ce processus de régulation et de redistribution de ce flux sanguin en cas de besoin, en cas de nécessité. Vous imaginez, lorsqu'il y a une réduction, les souffrances qui peuvent s'installer et les nécroses et les dégâts qui peuvent s'installer. Et l'on comprend bien que cette circulation splanchnique est la plus réactive de l'organisme. Il doit répondre à des besoins, surtout en cas de processus de digestion et d'absorption intestinale. Et donc il y a toute une redistribution sanguine grâce à ces deux mécanismes que nous avons déjà décrits. Surtout en période postprandiale. Et comment se fait le processus de suppléance des autres circulations, sachant qu'il y a eu plusieurs théories qui ont été proposées pour expliquer comment une pathologie d'origine non infectieuse, c'est-à-dire c'est le bas débit, c'est l'occlusion vasculaire, peut conduire à un syndrome de réponse inflammatoire systémique. D'accord ? Puis, secondairement, comme nous avons dit, du fait de la richesse de ce réservoir en BGN, l'anaérobie peut conduire donc à un tableau septique et une insuffisance multiviscérale. Cette insuffisance mésentérique aiguë doit être considérée donc comme une des étapes d'un processus qui conduit donc d'une insuffisance vasculaire digestive vers la nécrose intestinale. Nous avons dit que cette ischémie débute précocement et superficiellement par un phénomène de desquamation au niveau de l'épithélium de surface, puis il va s'étendre en transmural en profondeur et en surface, et donc d'un processus local vont se créer des réactions systémiques. Et ce bas débit, ou cette occlusion vasculaire, qui peut être soit complète, soit incomplète, dans le cadre de ce bas débit, va entraîner une hypoxie tissulaire dont le retentissement est d'abord muqueux et sous-muqueux, avec une souffrance cellulaire et génération d'un processus inflammatoire qui va entretenir localement tout le processus de l'hypoxie. Et malgré ces phénomènes d'adaptation qui existent pour redistribuer la tolérance physiologique aussi à l'hypoxie, cette villosité intestinale, malheureusement, c'est une structure qui est très fragile, qui est très exposée, et les cellules muqueuses à sous-muqueuses aujourd'hui, dans cette situation, vont subir des phénomènes de glucolyse anaérobie. Donc un état d'anaérobiose qui va se constituer, et vous savez, quand il y a une situation d'anaérobose, il y a toujours production de lactate, donc d'acide lactique. Il faut toujours se rappeler de la formule glucose avec oxygène quand en milieu aérobie, c'est 6H12O6 plus
de l'oxygène, ça donne un CO2 plus H2O, plus de l'énergie. Mais quand il y a manque d'oxygène, c'est la formation d'acide lactique et de lactate. Ceci est très important. Et donc il va y avoir une augmentation de lactate au niveau du sang, chose que nous allons voir par la suite. En plus, les cellules mortes vont relarguer leurs substances toxiques, notamment le potassium. Le potassium qui, lui aussi, il est cardiotoxique. Donc tous ces phénomènes-là vont donc retentir sur l'état général, donc l'état systémique, et on passe d'une maladie au début locale à une maladie qui deviendra générale par la suite. Et sachez aussi que ces lésions endothéliales peuvent entraîner une consommation accrue des plaquettes et de tous les agents de coagulation pro-antithrombotiques, notamment la protéine C, la protéine S, que vous connaissez, les antithrombines. Et ceci va entraîner donc un syndrome hémorragique dans le cadre d'une coagulopathie de consommation. Et vous imaginez bien que cette circulation splanchnique, il est sous l'effet aussi de certains agents pharmacologiques qui peuvent être produits localement et aggraver le spasme, surtout dans le cadre des ischémies dites non occlusives, notamment les amines vasopressives, les prostaglandines, l'angiotensine 2, la digoxine, les endothéllines, etc., etc. Et l'on peut donc schématiser ainsi qu'une occlusion artérielle entraîne donc un BADIBI, qu'il soit d'origine occlusive ou non occlusive, est à l'origine de phénomènes de spasme au niveau splanchnique, donc une vasoconstriction splanchnique précoce qui s'installe avec une diminution du débit sanguin, donc l'afflux sanguin va diminuer, et qui peut des fois atteindre un seuil critique et aller jusqu'à l'ischémie carrément. Et en fonction des processus et des étapes, et en fonction donc de l'importance de ce seuil franchi, il y a donc un manque de délivrance d'oxygène au niveau des tissus. Donc il y a une privation, une diminution de délivrance d'oxygène. Et si ce débit sanguin est inférieur, digestif est inférieur à 50%, il y a un phénomène de glucolyse anaérobie qui se déclenche. On est donc dans un processus d'anaérobiose au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Comme ce qu'on a dit, il y aura donc formation de lactate, d'acide lactique métabolisé par le foie, et donc c'est un état d'acidose lactique régionale et générale qui s'installe. Ces lésions au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse seraient à l'origine donc d'une altération de tout cet épithélium de surface et se déclenche alors un processus de translocation et d'activation de l'immunité innée et acquise à ce niveau-là, au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Et ce phénomène risque de s'étendre si l'ischémie se prolonge et devenir alors une ischémie transmurale. Il va atteindre les autres couches de la paroi que vous connaissez, la musculeuse, puis la séreuse, et qui peut aboutir, si le processus se prolonge, à la nécrose, la nécrose de type gangréneuse. Et donc il y aura tous les processus inflammatoires systémiques vont s'activer. Et ce processus-là va donc permettre, par le biais de cette nécrose, de relarguer, comme on a dit, plusieurs substances toxiques dans la circulation systémique. En plus des contenus cellulaires, essentiellement le potassium, vous savez que le potassium
est un ion essentiellement transcellulaire, donc avec un état d'hyperkaliémie, de substance toxique, et qui va entraîner une défaillance multiviscérale à laquelle s'ajoutent des troubles de la coagulation au niveau du foie, nous en avons déjà parlé, tous les facteurs de la coagulation, et c'est la nécrose, c'est la perforation de l'intestin, et c'est la péritonite qui s'installe avec un état de choc septique et un état de défaillance multiviscérale qui peut aboutir à la mort. Et donc, l'importance, le degré de lésion, il est conditionné par le degré de l'ischémie et de sa prolongation dans la durée, dans le temps. Au début, il peut s'agir tout simplement de petites fonctions limitées, petites souffrances, qui peut aller jusqu'à une ischémie mais qui pourrait être régressive avec les phénomènes que nous avons décrits de reperfusion, voire si elle s'étale dans le temps, soit qu'il peut aboutir dans le cadre d'un processus chronique à une nécrose focale et par la suite il y aura une cicatrisation sous forme d'une fibrose et aboutir à la sténose, ou bien carrément de manière très aiguë, prolongée, c'est la nécrose, c'est l'infarctus. C'est comme l'infarctus du myocarde, cette fois-ci c'est irréversible et les lésions donc sont irréversibles avec une mortification des tissus, des anses intestinales et cela donc conditionne le pronostic des lésions. Alors, si on observe comment donc les choses se passent, quels sont les mécanismes et les causes responsables de ces phénomènes d'ischémie, on distingue schématiquement deux grands tableaux. Il y a les ischémies dites aiguës, qui s'installent donc de manière brutale, puis les ischémies chroniques. Cela sous-entend que ça se passe sur des artères déjà malades. Donc il y a une artériopathie préexistante. Pour les ischémies aiguës, ce que nous avons dit, peuvent être soit d'origine occlusive, donc il y a soit un embole, soit un thrombus qui bouche l'artère mésentérique supérieure, soit parce qu'il y a un phénomène de bas débit, ce qu'on appelle les ischémies non occlusives. Alors pour les ischémies occlusives d'origine embolique, les emboles artérielles, c'est la cause la plus fréquente d'ischémie mésentérique aiguë. Ils sont responsables environ de 50% des cas. Généralement, l'âge médian des patients atteints de cette embolie artérielle de 70 ans. Et dans les deux tiers des cas, ce sont des femmes. Les emboles sont généralement d'origine cardiaque et ils proviennent dans ce cas-là d'un thrombus mural. Donc un embole qui s'est constitué surtout au niveau auriculaire ou ventriculaire gauche, comme il peut s'agir, dans le cadre bien sûr d'un trouble de rythme, comme il peut s'agir aussi de lésions valvulaires, donc des valvulopathies, ou dans le cadre d'un traitement endovasculaire, ou un malade qui est sous traitement anticoagulant, agrégat plaquettaire qu'il a arrêté, donc il va constituer donc un embole. Et les facteurs de risque de développement de tels emboles, ou de tels, comprennent essentiellement quand il y a l'ischémie ou un infarctus du myocarde associé. Lorsqu'il y a par exemple une cardiomyopathie, certains anévrismes ventriculaires, l'endocardite d'Osler, nous avons dit les troubles du rythme auriculaire, notamment l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Et donc, ce risque causé par donc, cette embolie secondaire à une fibrillation, généralement, il atteint à 0,14% chez ces malades-là.
Quant aux thromboses artérielles mésentériques, généralement, cette thrombose résulte de la progression de la maladie athérosclérotique du système vasculaire mésentérique. Et il y a plusieurs facteurs de risque qui permettent donc le développement de ce thrombose. C'est essentiellement des sujets qui sont très âgés, les personnes très âgées, qui ont un problème d'hypertension artérielle ou de diabète. Là aussi, il y a le tabac comme facteur qui intervient, comme vous savez, dans tout ce qui est phénomène d'hypertension, d'athérosclérose, le tabagisme. Et les patients atteints ont souvent des antécédents qui évoquent un infarctus du myocarde. Plusieurs mois ou années avant, contrairement aux occlusions emboliques, où l'embole se constitue au niveau du cœur, ici, la thrombose se produit dans l'artère mésentérique supérieure, en général, proximale à l'origine du vaisseau, et on les observe aussi dans le cadre des traumatismes abdominaux, quand il y a un foyer infectieux intra-abdominal. D'accord un abcès, une sigmoïdite abcédée, un abcès appendiculaire, ou lorsqu'il y a une dissection aortique, donc c'est la progression de la maladie thrombobotique avec le décollement des plaques d'athérome, ou dans le cadre d'artérite ou de vasculite, ou dans le cadre aussi des thrombophiles. Quant aux thromboses veineuses mésentériques, qui intéressent essentiellement la veine mésentérique, heureusement que c'est moins fréquent au niveau des ischémies mésentériques aiguës, c'est entre environ 5 et 15%. Généralement, c'est la veine mésentérique supérieure et ses branches qui sont donc impliquées. Et dans la majorité des cas, ces thromboses d'origine veineuse sont en rapport avec un trouble thrombotique, qu'il soit héréditaire ou bien un état d'hypercoagulabilité, qu'il soit héréditaire ou acquise. Et la cause la plus fréquente, généralement, c'est la mutation du facteur 5 que vous connaissez, le facteur 5 de l'Éden, qui lui est très fréquent, qui peut aller jusqu'à 40% des cas. Comme il y a d'autres états thrombotiques héréditaires qui sont impliqués dans le développement de cette thrombose veineuse mésentérique qu'il va falloir toujours rechercher et sont en rapport avec une déficience des facteurs de la coagulation, notamment l'antithrombine 3, la protéine C, la protéine S, nous en avons déjà parlé. Et il y a quand même des conditions hématologiques qui prédisposent à cette condition, d'accord, notamment la thrombocytémie essentielle. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, comme la prise des contraceptifs oraux, surtout chez les femmes jeunes, qui peuvent constituer également un facteur de thrombose veineuse mésentérique. Donc il s'agit souvent de femmes jeunes, comme il peut s'agir aussi d'une inflammation intra-abdominale locale, par exemple après une pancréatite, après un abcès, après une tumeur maligne, après une colite inflammatoire, etc., etc. Comme il y a aussi la stase veineuse au niveau du système porte qui est causée par l'hypertension portale, qui est un facteur de risque qui est reconnu. Mésentérique d'origine non occlusive, il se produit généralement à la suite d'un spasme vasculaire, d'un vasospasme mésentérique, en l'absence bien sûr de toute obstruction physique. Il n'y a ni embole, ni thrombose, donc c'est un phénomène de spasme vasculaire, d'accord, qui est généralement déclenché par un état d'hypoperfusion mésentérique, ou bien lors d'une activité excessive du système nerveux sympathique. Cette hypoperfusion peut résulter d'une grande variation de conditions, notamment les états de choc, et surtout les chocs septiques dans le cadre d'une septicémie.
une déshydratation sévère, une pancréatite, un choc hémorragique, par exemple, lors d'un effort physique prolongé, chez les malades sous hémodialyse, ou bien comme il peut résulter, comme on l'a dit, d'une activité sympathique excessive, dans le cadre d'une insuffisance cardiaque congestive, ou bien lors de la prise de certains médicaments tels que les vasopresseurs et surtout la cocaïne chez les drogués, ou bien de la digoxine. Et des fois, ce vasospasme persiste souvent même après correction de la condition sous-jacente, et donc il y aura toujours des épisodes répétés d'ischémie et de reperfusion qui se reproduisent. Alors, sur le plan clinique, un tableau aigu d'ischémie intestinale, et sur la série qui a été publiée par l'Association française de chirurgie, et aussi reprise au niveau du journal de chirurgie viscérale 2019, le tableau clinique et biologique est très manifeste. Sur le plan clinique, la douleur abdominale, elle est constante, elle est fréquente. Souvent, c'est une douleur plus ou moins aiguë, des fois même suraiguë, qui s'installe chez la majorité des patients. Dans cette série, c'est 95%. C'est une douleur abdominale diffuse, au maximum au niveau de la région péri-ombilicale, puis qui s'étend vers la région de la fosse iliaque droite, puis se généralise. À cette douleur s'associe soit un tableau de défense, voire même un tableau de contracture abdominale, auquel cas il faut craindre une péritonite qui s'installe du fait de la prolongation de l'ischémie, donc de la nécrose, et le tableau classique que vous connaissez de la péritonite aiguë généralisée. L'hémorragie digestive basse, c'est normal, mais elle ne présente que dans 14% des patients. Nous avons dit qu'au niveau de cette muqueuse, il y a un phénomène de lésion, de nécrose, de desquamation, et donc tous les vaisseaux sous-muqueux vont saigner, et ça peut donner donc un tableau d'hémorragie digestive basse sous forme de méléna. Le tableau du choc, avec un état de collapsus, on l'observe chez presque 42% des patients, donc avec tous les signes que vous connaissez, donc d'un état de choc qui au début peut être un choc de type septique par perforation ou bien un choc d'origine vagale dans le cadre de ce phénomène d'ischémie aiguë qui s'installe. L'acidose métabolique chez 25%, un quart des malades, par la libération des lactates au niveau sanguin, avec une lactatémie qui est supérieure à 2,5 mmol, essentiellement, donc c'est un élément de diagnostic très important. Tableau de douleur abdominale aiguë avec une lactatémie, il faut penser à l'ischémie entéro-mésentérique. Il y a aussi une hyperleucocytose apolynucléose chez 34% des cas. Les globules blancs atteignent donc 20 000, surtout quand il y a un choc septique qui s'installe. Nous avons dit avec la pullulation microbienne, donc il y a un processus infectieux qui se déclenche du fait de cette ischémie qui va aggraver le tableau général avec le retentissement bien sûr sur la fonction rénale et on voit grimper la créatinine bien sûr qui est un élément de très mauvais pronostic.